Politiquement correct sur Espace. Des empoignades, les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. Jacques Lewaleno. Merci de votre fidélité, l'analyse, le décryptage de l'actualité avec nos invités ici en studio. Sayon Dembélé, sociologue, Fahimba Mara, lui il est juriste, et Amara Kamara, journaliste, enseignant, chercheur. Vous aviez donc la parole, Sayon Dembélé. Nous étions en train de parler justement de ces concertations avec... le monde que ça rassemble, finalement, ça devrait finir aujourd'hui, finalement ça va finir demain, mais on n'a aucune idée du délai, en tout cas pour le retour de toutes les propositions qui vont être faites jusque-là. En fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question liée au timing, c'est une question légitime, c'est tout à fait normal de se poser la question, mais combien de temps avons-nous ? En plus, depuis que la junte est arrivée, on ne sait pas, ils n'ont pas communiqué d'abord sur la constitution de la junte. Ça, c'est quelque chose que j'ai relevé. Oui, on n'a aucune idée de la composition. Oui, de la composition, alors que généralement, c'est l'une des premières tâches. Souvent, c'est fait au lendemain des coups d'État. Oui, généralement. En fait, je pense qu'il n'y a pas de précédent par rapport à ça. Ça fait plus d'une semaine, on ne sait pas. 2 semaines On ne sait pas quels sont les vrais membres, à part quelques têtes d'affiches qu'on voit. À part le colonel lui-même, voilà, et son porte-parole. Voilà, le numéro 2 ou le numéro 3, je ne sais plus. Voilà, donc on ne sait pas. Ensuite, la question du timing, je pense que je l'analysais par rapport à une forme de séquence d'état de grâce de la junte. Et je pense que c'est quelque part bien joué, si vous me passez l'expression, puisque dans le discours inaugural, on parlait d'inclusion tout à l'heure, ils appellent à plus de rassemblement autour d'eux, ils pointent un peu, ils font un diagnostic un peu au vitriol de la gestion passée du président déchu, etc. Donc ils ouvrent des perspectives et tout le monde vient. Ils sont très conscients qu'on ne peut pas rassembler et écouter toutes les forces vives de la nation en peu de temps. Est-ce qu'il y a une ingénierie pour récolter les informations, pour les traiter? Monsieur Kamara, vous disiez tout à l'heure qu'il faut du temps, il faut des commissions, etc. Et ce à quoi on assiste, c'est que c'est une forme d'opération de charme qui réussit plus ou moins, mais de légitimation aussi, de plus en plus ancrée, puisque tout le monde, les gens, ça se bouscule au portillon, puisque les gens veulent venir, et ça, je pense que c'est très bien pour la junte. Et en même temps, je pense que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tout cet enthousiasme-là doit quand même les amener à plus de responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour répondre à la question du temps, je pense qu'il faut l'analyser en termes d'attente et de résultats recherchés. Moi, je ne pense pas qu'il faille en quelque sorte se positionner sur un quelconque agenda pour dire qu'on doit aller vite ou ne pas aller vite. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut chercher. Qu'est-ce qu'on veut chercher quand on demande par exemple à la société civile de faire des propositions, quand on demande à la classe politique de faire des propositions, quand on demande, je ne sais pas, au patronat. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc il faut une réflexion initiale, et j'imagine qu'elle est faite, pour que en termes d'input, en termes de retour de ces différentes entités, que la jeune puisse avoir en quelque sorte un agrégat de données, de connaissances, et qui puisse les permettre de prendre des bonnes décisions. Mais la question du temps, pour moi, je pense qu'elle n'est pas essentielle, de mon point de vue, en raison des attentes qui sont derrière ça. Parce que si nous nous calons sur le temps, on risque d'aller soit très vite, où on risque de manipuler ce temps-là. Exactement, voilà. Oui, mais en même temps, parce que j'ai lisé dans la presse de la journée, quelques organisations de la société civile répondant un peu à la déclaration de la CEDEAO, demandaient au CNRD de proposer un chronogramme. Alors que celui-ci attend d'abord de connaître les propositions avant de pouvoir décliner les activités qui vont être menées. Et c'est là justement ma question va venir. Et ils sont en train de réfléchir. En même temps, nous pouvons réfléchir avec eux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant cette transition? Bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je pense que c'est ce qui est demandé à l'ensemble de ces couches qui sont en train d'être consultées. Puisque d'ordinaire, quand on parle de transition, le plus souvent, c'est pour le toilettage des textes. Des textes qui régissent le fondement même de la République, de notre régime démocratique. Donc, je pense qu'il faut travailler à ça.
Ça, c'est les grandes lignes. Mais en attendant, par rapport au temps, quand on parle de temps, c'est que les consultations sont en train de se mêler. On n'est pas en train de dire qu'il faut aller vite pour la transition, puisque la transition, en réalité, n'a même pas démarré encore. Oui. N'est-ce pas? Ça n'a pas démarré encore. Ils sont en train d'écouter. Non. Vous savez, mais on est déjà dedans. Non, quand je dis ça n'a pas démarré, c'est qu'il va falloir mettre des structures en place qui vont nous permettre d'avoir ce que nous cherchons. Et tant que ces structures-là ne sont pas mises en place, vous le disiez, on ne connaît même pas la composition du CNR. N'est-ce pas? On ne connaît pas la composition. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir et avec qui? La question reste posée. Parce que si le CNRD, à part quelques 3-4 personnes que nous voyons à l'écran qui viennent parler au nom de la structure sur différents volets, pratiquement on ne connaît personne. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on connaisse d'abord cette composition, n'est-ce pas? Et le président du CNRD a promis la mise en place d'un gouvernement de transition qui va piloter toutes les initiatives qui vont être prises. Donc, pour qu'on puisse démarrer effectivement avec ces structures, il faut qu'on ait un temps. Qu'on définisse un temps pour dire apportez-nous vos propositions, faites ceci, faites cela, et puis la commission aura tel temps pour travailler sur ces propositions, les propositions de solutions, de sortie de crise, tout ça là, et qu'on ait ça. Et puis, s'il faut déjà faire une convocation de tout le monde, qu'on vienne en assemblée encore pour discuter de ça, peut-être ça peut prendre quelques jours aussi, pour qu'on puisse démarrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut réellement c'est qu'on veut qu'au sortir de cette transition, que nos institutions soient fortes. Nos textes de loi permettent de mettre en place des institutions fortes qui ne vont plus se laisser manipuler. Parce que vous avez écouté le président de la transition, vous-même vous l'avez répété, une fois je vous ai suivi, il dit qu'il a pour idole Jerry John Rawlings, n'est-ce pas? Et dans ce jour-là, tu as même dit que Jerry John Rawlings n'a pas fait que 2 ans pour la transition. Il a travaillé pour la mise en place d'un système qui perdure encore, que les Ghanéens vivent aujourd'hui. Mais récemment encore, je crois, il y a 2 ou 3 jours, il répétait Barack Obama, qui disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Donc si aujourd'hui, lui, on le qualifie d'homme fort, mais il faut qu'il nous aide à trouver des institutions fortes qui vont nous empêcher de replonger encore dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on fait du surplace, on n'avance pas. Personne n'imaginait qu'en 2010, on allait se retrouver à ce niveau encore. Donc moi, je pense que ce sont des aspects sur lesquels on doit travailler pendant cette transition pour qu'on sortir de là, qu'on puisse vraiment prendre un départ cette fois-ci définitif pour l'instauration d'un pays démocratique, d'un État de droit. Alors, Fahim Bamara, vous proposiez dans votre tribune la charte de la transition. On l'a vu au Mali et ça permet un peu de canaliser les choses. Mais en même temps, vous dites, dans la situation actuelle, il faut que celui qui détient le pouvoir politique soit clairement identifié. Est-ce que pour l'instant, on peut dire qu'il n'est pas clairement identifié à vos yeux, ou bien sur le plan juridique peut-être? Voilà, naturellement. Je crois que ça, c'était une façon d'aider, c'est une réflexion, une sorte de contribution pour aider à baliser le processus. Alors, quand on parle de grandes lignes, vous savez, dans une situation comme celle-ci, on parle de transition. La première question qu'il faut se poser dans une situation de vide juridique ou de situation d'exception, alors la première question qu'on se pose, c'est d'abord l'identification du détenteur du pouvoir exécutif. Dans une situation comme celle-ci... le chef de l'État. C'est-à-dire, parce que, regardez, nous, on n'a pas affaire au chef de l'État seulement. On nous présente, au point de vue forme, si vous voulez, un pouvoir collégial. Le pouvoir est collégial parce qu'on parle de CNRD. Le CNRD, peut-être le président du CNRD, il est le président du CNRD. Le colonel Mamadi Doumbouya. Mais c'est un pouvoir collégial. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas identifié encore les autres membres. Qui est le vice-président,
est-ce qu'il y a un premier, il y a un deuxième, les autres membres, qui sait? Personne ne le sait aujourd'hui. Et maintenant, quand on va réussir à identifier les détenteurs du pouvoir exécutif, comme ça, la seconde phase, c'est quoi? On saura que la réussite, l'organisation, le bon fonctionnement de la transition, ça dépendra d'eux. Alors, si on franchit l'étape là, la deuxième étape, c'est quoi? Parce que nous sommes maintenant, on évolue vers la constitution des organes de la transition. Les organes de la transition. Voilà. Avant d'y arriver, oui. Pour cette première étape, est-ce que ça sent de l'impréparation dans ce qui a été fait? Parce que par le passé, comme je le disais tout à l'heure avec monsieur Camara, c'est souvent au lendemain. Oui. On connaît la physionomie, donc la composition des membres. Je crois que ça n'a fait que durer. Il y a un problème de management à l'intérieur. Aujourd'hui, on aurait dû dire à l'ensemble des Guinéens, on aurait dû donner la composition du CNRD à l'ensemble des Guinéens aujourd'hui. Mais à part le colonel Mamadi Doumbouya, on ne connaît personne d'autre. Ceux qui viennent lire les communiqués, bon, on voit les étiquettes CNRD, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire il faut qu'on sache qui est le président est connu, le vice-président c'est qui, les autres membres c'est qui. À date, ce n'est pas connu. Alors aujourd'hui, si on réussissait à franchir cette étape-là, la seconde étape, je crois que ce sont les membres du gouvernement. D'abord le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est-à-dire le choix d'un Premier ministre avec, et puis les membres de son gouvernement. Et puis la seconde étape, c'est le CNT. Voilà. Donc ce sont les trois organes. Il y a l'exécutif. Bon, au-dessus de l'exécutif, on a le CNRD. Maintenant, après, il y a les membres du gouvernement. Et puis, le CNT devrait être au-dessus de l'exécutif, vous dites? Non, pas du tout. C'est-à-dire c'est l'organe législatif de la transition, le CNT. Et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire vous avez le sommet de l'exécutif, le CNRD. Après, il va y avoir les membres du gouvernement. Donc voilà les trois organes qui vont se charger de diriger la période de la transition. Et c'est-à-dire c'est à partir maintenant d'une charte, c'est-à-dire quand les organes sont constitués, maintenant ça va être, c'est-à-dire ce sont les organes là qui vont élaborer ce qu'on appelle la charte de la transition. La feuille de route. La feuille de route. Et ça va être le cadre juridique de la transition et, si vous voulez, le fondement juridique du pouvoir du CNRD. Mais à date, naturellement, on n'a même pas fini encore d'identifier les membres du CNRD. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et comme l'a dit M. Camara, ça ne fait que commencer, mais c'est-à-dire proprement parler, la transition n'est pas encore ouverte. Ça, il a raison. La transition n'est pas encore ouverte. On vous provoquait en disant qu'on y était déjà, puisque le 5 septembre est passé. Le 5 septembre est passé. Ça, c'est dans l'exception. Si on prend 2 semaines pour connaître la composition du CNRD, on est de fait dedans. Mais là, peut-être de droit, c'est autre chose. Voilà. Oui. En même temps, est-ce qu'on peut penser que les réflexions vont contribuer à composer le CNRD? Ça, à mon avis, ça serait inédit. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, à l'issue des réflexions qui sont engagées, les membres qui vont composer finalement le CNRD, en plus du président. Et ce serait inédit, n'est-ce pas? En fait, je pense que, personnellement, j'ai une petite idée sur pourquoi, à mon avis, on n'a pas les membres du CNRD. Je pense que ça a peut-être quelque chose à voir, je parle avec beaucoup de réserve, avec peut-être l'entité qui a fait le putsch, puisqu'on sait que c'est une unité spéciale, qui a peut-être fait le putsch. Donc on peut imaginer que c'est l'ensemble de ces, je sais, ils sont 400 ou 700, je n'en sais plus rien, ils font partie de fait. Des centaines quand même. Voilà, plusieurs centaines probablement, que c'est eux qui font partie du fameux comité. Évidemment, on n'est pas naïf, on sait que ces situations comme ça se font avec d'autres relais, etc. Mais pour être plus sérieux, je pense que cette question-là, il faut l'épuiser tout de suite. Oui. On ne peut pas continuer, la jeune ne peut pas continuer à repousser ça comme ça. Oui. On est obligé, autant j'étais tout à l'heure dubitatif sur la question du timing, sur les contributions et sur les retours éventuellement des feedbacks des différentes
des différentes entités. En revanche, la question de la constitution du CNT, je pense que se pose. Et de toute façon, ne serait-ce que pour les questions d'information du public, tout le monde attend ça, quoi, d'une certaine façon. Voilà. Et je posais la question sur ce qu'il va falloir faire. Peut-être que c'est encore trop loin. Les réflexions sont en train d'être menées par les organisations de la société civile, mais également des partis politiques. On n'aura pas les mêmes réponses véritablement. Comment il va falloir non, mais ça c'est gérer tout ceci. Si vous permettez, c'est le vrai travail du CNT. C'est du CNT. Du CNRD. Excusez-moi, du CNRD. Ça, c'est un vrai challenge. Je me posais la question tout à l'heure de la question de l'ingénierie. Moi, je suis, excusez-moi, dans une autre vie, je faisais de la méthodologie en sciences sociales. Donc, je sais, par exemple, ce qu'on appelle analyser des données, notamment des corpus. Quand vous, par exemple, cette émission-là, si nous avions, par exemple, des verbatims de cette émission, il y a des logiciels, il faut toute une compétence méthodologique, analytique, pour essayer de tirer le meilleur de cette émission en termes de contribution, etc. Alors, imaginez le nombre de personnes, tout le tohu-bohu qu'on a vu au palais, comment on peut arriver à organiser tout ça. M. Camara a commencé par dire, c'est-à-dire qu'il faut voir la séquence du palais comme une séquence de légitimation. Ce qu'il faut faire, c'est déjà renvoyer ces entités déjà à leurs chères études et leur dire, allez vous organiser, faites-nous des mémos d'une certaine façon, massiez-nous le travail d'une certaine façon. Et même ça, la junte n'est pas sortie de l'auberge, parce que même quand les gens font des contributions, vous voyez combien de contributeurs potentiels existent, si on veut être aussi inclusif que ça. Donc il faut ouvrir, il faut faire appel aux universitaires, aux techniciens, aux spécialistes, à différentes compétences, pour que la junte puisse avoir un canevas qui, en quelque sorte, fasse la synthèse de l'ensemble des contributions. Et c'est à l'aune de ça qu'on aura des éléments constitutifs d'organes qui peuvent être créés, pourquoi pas des profils qui peuvent se dégager pour former le gouvernement. J'ai vu par exemple la tribune du cardinal Sarah, qui pour une fois a sorti la grosse artillerie pour dire que beaucoup de gens ont échoué et que le comité n'avait pas du tout intérêt à recycler des anciennes têtes, etc. Donc tout ça a commencé. Donc ça pose un peu, ça ouvre de nouvelles perspectives, de se demander qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons aujourd'hui une transition qui fasse peau neuve et qui tourne la tête, le dos, la tête, les pieds, que sais-je encore, totalement à ce qui se faisait avant, ou est-ce qu'il faut se demander que l'ancienne équipe, il ne faut pas jeter le bœuf avec l'eau du bain, etc., etc. Donc ces enjeux-là sont très importants. Pendant ce temps, il y a cette pression, vous en parliez tout à l'heure, et il va falloir en discuter aussi. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a pris des mesures contre la Guinée, mais qui a demandé également aux autres institutions de s'aligner sur cette décision. Est-ce que c'est une pression qui pourrait poser un problème au CNRD et à la Guinée tout entière? Bon, à mon avis, ça peut poser problème dans la mesure où la Guinée est signataire de la plupart de ces conventions, de toutes les conventions, il faut le dire comme ça, n'est-ce pas? On est mais pour le cas de la Guinée, il peut y avoir une exception, dans la mesure où ce qui a conduit à ce coup d'État, pratiquement tout le monde connaît ça et tout le monde partage. Même au niveau de la CEDEAO, je le disais tantôt, ce n'est pas tous les chefs d'État de la CEDEAO qui partagent l'idée de sanctionner la Guinée fortement. Il y a des gens qui sont opposés à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce groupe de chefs d'État, parce qu'il y en a qui ont tenté de jouer un bon émissaire avec le président Condé. Il n'a pas accepté à l'époque. C'était le cas de Youssoufou du Niger. Même le président nigérian, voilà, je crois qu'ils avaient tenté, vous vous rappelez, ils avaient décidé un jour de venir à Conakry, le programme était ficelé, et puis à la dernière minute, on avait appris à l'époque que le président a dit qu'il ne recevait pas. Donc la mission a été annulée à la dernière minute. Donc
c'est que ces chefs d'État sont divisés. Mais les principes sont là. Les principes sont écrits. Déjà, les gens travaillent dessus depuis. Ils ne peuvent pas mettre ça de côté parce que la Guinée, aujourd'hui, est dans une situation exceptionnelle. N'est-ce pas? Il faut exhiber ces principes. Mais est-ce que cette pression ne pourrait pas poser des problèmes? On sait que, par exemple, au Mali, ils ont eu la même attitude. Et finalement, ils étaient obligés de se calmer un peu. Non, mais il appartient aux Guinéens de constituer. J'ai écouté, je ne sais pas, Baour ici, c'était chez vous ce matin, qui a lancé un appel à tous les diplomates, n'est-ce pas, les anciens diplomates notamment, pour qu'ils viennent se mettre dans la négociation afin d'aller aborder la CEDEAO et discuter avec la CEDEAO autour d'une table. Parce que la CEDEAO marche d'abord sur les principes. Mais si le Mali a réussi vraiment à faire décaler un peu ces principes-là, c'est parce que les gens se sont constitués en lobbying. Ils sont allés faire un lobbying auprès de la CEDEAO. Et puis la CEDEAO était devant un fait accompli. Il fallait accompagner le processus dans ce sens. Donc c'est pourquoi les 18 mois ont été accordés aux Maliens. Mais aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que ces 18 mois peuvent même tenir au Mali. Ah mais déjà les problèmes... il y a des problèmes déjà. Donc alors que la situation de la Guinée était beaucoup plus, à mon avis, était beaucoup plus compliquée que celle du Mali, n'est-ce pas? Donc, c'était plus compliqué. Hein? Au Mali, au Mali, la crise est encore multiforme. Oui. On va revenir tout à l'heure à vous, Fahimba. Le temps pour nous de prendre une réaction depuis les États-Unis avec donc Cabinet Barrow, président de la nouvelle génération pour le panafricanisme en Guinée. Bonsoir. Alors, bonsoir, M. Loura. Bienvenue donc à cette émission. Vous suivez forcément l'actualité dans votre pays, le changement de régime, disons, le président Condé qui n'est plus au pouvoir. La question qu'on aimerait bien vous poser en tant que politique, comment vous percevez cette transition qui s'ouvre dans notre pays? Merci beaucoup et je salue à tous les auditeurs et nous prions pour l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie dans les différents conflits politiques en République de Guinée depuis 1958. Mais cette transition-là, c'est le climat qui l'a donné. C'est nos aînés, c'est-à-dire on ne doit pas seulement être là, nous devons accompagner parce que nous sommes déjà devant un fait accompli. Et donc, cela étant dit, quand je pense que de concertation qui est déjà engagée, c'est une très bonne idée. Et les Guinéens, en tant que peuple, peuvent décider collectivement quelle sorte de charte et de temps pour cette transition. Mais d'abord, il faut identifier qu'est-ce qui doit être fait. Il y a beaucoup de dossiers à soigner, autant militaires que civils. Et donc, pour mettre de refondation réelle de la République. Parce que, alors, pour vous, en tant que Guinéen, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait concrètement par le CNRD aujourd'hui et puis, comment finalement vous définirez cette transition? Est-ce que c'est une transition qui doit s'occuper beaucoup plus de l'organisation des élections ou alors il y a beaucoup d'autres choses qu'il va falloir faire? Je pense qu'ils l'ont déjà dit, le président colonel Mamadi Doumbouya du CNRD l'a déjà dit, et nous devons d'abord parler d'une constitution, parce que c'est une constitution qui est père, disons, de toutes les lois de la République. Et donc, nous devons nous concerter, savoir d'abord quelle sorte de charte de transition, et ça s'est déjà fait, je pense que c'est en cours. Et c'est en fonction de ce qui va sortir de ça par la majorité des Guinéens. Le temps pour maintenant réaliser ça va être déterminé par les Guinéens. Et maintenant, je pense qu'on peut faire une proposition parce que ça interpelle tout le monde. Ça interpelle la CEDEAO qui est déjà en Guinée.
Et ça interpelle l'Union africaine, ça interpelle les Nations Unies. La CEDEAO qui a pris des mesures, contre la Guinée. Comment vous appréciez ces sanctions? Oui. Est-ce que c'est des sanctions justifiées, méritées? Est-ce que ça vous pousse en tant que politique à dire à la junte il faut aller vite? Non, vous savez, c'est les sanctions protocolaires diplomatiques, c'est les sanctions de principe, mais c'est pourquoi on doit même revoir, parce que la CEDEAO n'avait pas répondu au cri de cœur du peuple. Nous-mêmes, le 7 octobre, on a essayé de faire des manifestations pour l'éveil des consciences individuelles et collectives. Et nous avons dit là-bas qu'il y aurait un changement générationnel. Mais le climat, et même si vous regardez les chartes de l'Union africaine et les chartes de la CEDEAO, ce qui s'est passé en 2020, il y a les responsabilités de tous les candidats qui se sont présentés. Parce que les chartes ont été déjà violées. Et donc, ça nous interpelle tous de revoir comment même le système de gouvernance, mais nous sommes devant un fait accompli, c'est de transition de fond pour une nouvelle manière de gouverner. Je pense que nous passons de là. Et la concertation, j'apprécie beaucoup et je pense que tous les Guinéens sont en train d'être entendus, et la société civile et tous les acteurs. Et donc, en sortie de cela, et je pense que le leadership militaire... La CEDEAO demande d'organiser les élections législatives et présidentielles en 6 mois. Vous direz oui ou vous avez une proposition concrète? Mais comment vous pouvez dire oui ou non? Les concertations ne sont même pas finies encore. Combien de temps ça va prendre que les concertations finissent? Tous les Guinéens comptent. Et quand ces concertations vont finir maintenant, c'est après ces concertations que ça sera établi maintenant dans des chartes ce qui doit être fait et dans combien de temps ça doit être fait. Mais les concertations ne sont même pas finies encore pour savoir réellement qu'est-ce qui est raisonnable, sans raisonnable. Nous, la nouvelle génération, nous ne sommes pas précis. Nous ne sommes pas pressés du tout, mais c'est d'aller sur les principes de justice, c'est les principes équitables, de voir exactement qu'est-ce qui est réalisable et dans combien de temps, et qu'est-ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Chacun fait sa proposition. Et maintenant, c'est des décisions collectives guinéennes. Je pense que j'en suis sûr que même CEDEAO va accompagner ça. Le chronogramme va dépendre à la majorité des Guinéens. En plus de la réforme constitutionnelle, ça va être la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut assigner à cette transition? Quoi d'autre on doit faire avant d'aller aux élections? À part je pense qu'il doit y avoir de justice qui doit être des citadelles, comme le colonel a dit, qui doit être de boussole, et je pense que tout le monde doit répondre à ses responsabilités. Les militaires même, il y a beaucoup d'injustices qui se sont passées, il y a beaucoup de réformes à se faire à leur niveau aussi. Il y a beaucoup de choses à fouetter. Et donc, leur budget même, je pense que c'est maintenant à 2%. Et nous avons des menaces partout autour. Il y a des problèmes au Mali. Vous avez compris. Et donc, il faut une restructuration, il faut une organisation. Mais quel leadership civil, vous voyez, qui peut vraiment mettre de discipline, totale restructuration et tout ça là. Et donc, vous avez compris, et parce que c'est eux qui sont des garants de la souveraineté, et c'est des gardiens aussi des tapis rouges. Donc, vous avez vu. Et donc, d'abord, eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qui doivent être regardées. Et au niveau des politiques, il y a beaucoup de responsabilités incluses qui peuvent être vues comme des conspirations en directe violation des chartes de la CEDEAO, de l'Union africaine même, notoire visiblement. Et donc, vous avez vu, quand il y a l'injustice notoire, ça révolte le peuple. Donc, le climat a poussé que les militaires prennent leurs responsabilités. Travailler donc dans sur la justice. Là où les aînés ont tribalisé la politique, en fait. Et donc, ça, c'est aussi très dangereux. Merci. Et donc, merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Cabinet Barreau, pour cette contribution. Donc, Monsieur Mara, on était en train de parler de ces sanctions de la CEDEAO contre la junte. Faut-il les craindre? Moi, je pense que les sanctions de la CEDEAO ne doivent pas faire frémir la junte. Vous savez, c'est simple, c'est-à-dire la Guinée est attachée à tous ces principes démocratiques, de bonne gouvernance, de l'état de droit, qui interdisent la prise du pouvoir par la force. C'est vrai qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Donc ces condamnations, tout le monde s'attendait à ces condamnations. Ce sont des condamnations de principe. Mais les faits sont là. Alors tout le monde connaît d'où nous venons. La Guinée, M. Camara le disait, M. Dambélé aussi, le passé de la Guinée, c'est connu de tout le monde. Par exemple, c'est cette réforme constitutionnelle qui a mené le pays là où on est aujourd'hui. La CEDEAO a été témoin de ça. Il y a eu des cris d'alarme. Les voix ont été élevées. Pendant cette période, on n'a pas été entendu. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'il faut des attitudes ou des positions de choc. Dans la situation actuelle, il faut, c'est-à-dire tous ceux qui sont à l'origine de cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à agenouiller ce pays-là, économiquement, politiquement, socialement, il est très simple. C'est-à-dire aujourd'hui, la junte serait dans la position de les mettre dans une chronique judiciaire et avec les faits, voilà comment on pouvait, si vous voulez, s'opposer à ces multitudes de condamnations pour mettre la CEDEAO devant le fait. Alors quand on oppose une... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il faut engager des poursuites judiciaires contre les dignitaires de l'ancien régime? Naturellement, c'est par cette procédure seulement qu'on peut apaiser ces condamnations qui viennent du côté de la CEDEAO. Parce que si on ne met pas les auteurs qui sont à l'origine de ce coup d'État ou qui ont, c'est-à-dire cette situation sociale de pauvreté ou d'état de, je ne sais pas, que le pays traverse aujourd'hui là. C'est-à-dire si on n'essaie pas de les mettre dans cette procédure, dans cette chronique judiciaire, pour pouvoir situer les responsabilités, pour pouvoir punir et pour que l'avenir, à l'avenir que cela ne se répète plus. Mais ma foi, c'est-à-dire si on attend pour dire que voilà, il faut encore engager un balai diplomatique, il faut faire venir Paul ou Pierre pour aller vers la CEDEAO, non, c'est-à-dire juridiquement il y a des mécanismes, et quand ces mécanismes sont engagés, après ça aplanit. Mais si c'est pas le cas, si on va comme ça, regardez avec les pressions qui commencent. La Guinée n'est pas intéressée par ça. Demandez aujourd'hui à la junte d'organiser les élections dans 6 mois. Mais nous, c'est-à-dire le peuple de Guinée, parce que, attention, les institutions internationales, c'est d'abord l'enthousiasme interne. À l'interne, quelle est la volonté du peuple aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, la junte, même si la prise du pouvoir par la force est interdite, mais aujourd'hui, cette prise du pouvoir à titre exceptionnel a été acclamée par l'ensemble des Guinéens. Oui. Parce que la situation qu'on était en train de vivre, on partait droit dans le mur. Alors si aujourd'hui, cette prise du pouvoir par la force a sauvé les Guinéens ont adhéré, il y a ça pèse beaucoup, mais ils ne vont pas manifester cela. C'est pourquoi il faut des mécanismes, c'est-à-dire de contre-pouvoir. Mais si ce n'est pas ces mécanismes, naturellement, ils vont mettre les bâtons dans nos roues, et ça, il ne faut pas se leurrer. En fait, ce que je voulais ajouter à la suite de ce qui a été dit, c'est que l'un des leviers que la junte peut activer, par exemple, pour desserrer l'étau de la communauté internationale, c'est effectivement ce soutien populaire. On ne le rappellera jamais assez. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ce coup d'État est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que c'est arrivé le 5, 2 jours après, les gens vaquent à leurs affaires tranquillement. Et quand vous voyez tout le bas, de toute façon, d'ailleurs,
imaginez ce que la junte a été obligée de tempérer les moments de soutien. Les ardeurs des uns et des autres. Soutien, oui. Sinon, on se retrouverait comme si la Guinée avait remporté la Coupe du Monde. Donc tout ça, c'est quand même des signaux positifs qui font qu'il y a une forme de légitimation qui doit être maturée, qui doit être légalisée, c'est vrai. Mais pour le moment, on peut imaginer que le peuple n'est pas mécontent de la séquence qu'on vit. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est aussi tous les actes que la junte, les formes de gages, de crédibilité ou de... comment on peut appeler ça? En fait, tous les premiers pas, comme on le dit, qui ont été posés, par exemple la libération des prisonniers dits politiques ou d'opinion, le fait que les frontières aériennes et terrestres ont été rapidement rouvertes et que les gens reprennent un peu de l'air, le démantèlement des PA par exemple, voilà autant d'actes qui prouvent quand même que nous n'avons pas affaire à une soldatesque complètement écervelée, etc. Donc tous ces éléments mis bout à bout offrent quand même un cadre à la fois de sérénité, mais aussi une forme de crédibilité de ceux qui ont aujourd'hui en main les destinées de notre pays, pour que, en quelque sorte, ils soient crédibles pour discuter et faire des propositions qui pourraient, d'une certaine façon, leur permettre de sortir un peu de cette pression-là. Et puis une dernière chose, ça c'est bien connu dans les négociations, je pense que les chefs d'État et autres décideurs de la CEDEAO sont suffisamment matures et expérimentés pour savoir que 6 mois c'est pas tenable. Oui. Mais s'ils disent 6 mois, c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est un peu la surenchère. Voilà, exactement. Ils ne veulent pas qu'on aille à 3 ans. Quoi. Donc ils vont très haut pour que dans la négociation ça retombe dans des étiages plus ou moins acceptables. Autour d'un an ou 2 ans. Oui. Finalement, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Est-ce que déjà que les propositions-là reviennent avant, bien entendu, d'engager d'autres actions? Naturellement, je pense qu'il faut avoir les propositions déjà, et comme on disait, il faut des gens qui vont travailler sur ces propositions, n'est-ce pas? On imagine que le CNRD est en train de rechercher des gens. Même pour les questions judiciaires qui étaient évoquées tout à l'heure par Mara, on peut se dire que la junte attendra que les propositions soient faites avant d'agir. Non. Bon. Ce n'est pas trop vouloir le consensus sur tout ça. Non, on ne va pas chercher de consensus autour de ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Voilà, il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais il a dit que la justice sera quand même la boussole. Oui, mais bon. Qui va gouverner tous les Guinéens. Et c'est ce qu'il faut utiliser. C'est ce qu'il faut utiliser, puisque parce qu'on a des spécialistes sur ces questions qui peuvent travailler parallèlement à l'examen de ces propositions. Parce que l'examen de ces propositions, ce n'est pas lié à ces questions de justice, mais c'est pour mettre un terme à la gabégie, à la pagaille qu'on a connue, pour que les gens se lèvent pour dire non, on change parce qu'il y a ceci, il y a cela, qu'on ne revienne plus sur ça. Et tant que si on ne sanctionne pas cela, on risque de retomber dans la même chose, parce qu'on tourne la page. Le plus souvent en Guinée, ici, on ne lit pas l'histoire, on tourne la page et puis on continue. On est dans une fuite en avant. Notre problème est à ce niveau. Voilà, il faut qu'on identifie ces personnes, même si la junte ne les juge pas, on ne les juge pas au temps de la junte, mais déjà qu'on sache que tel et tel doivent répondre, et puis on met la procédure, on engage la procédure, ça peut prendre le temps peut-être nécessaire. Bon. Mais je pense peut-être, Jacques, rapidement, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention à une forme de... Bon, c'est pas pour vous, M. Kabarani, pour le professeur Mara, dans une forme de démagogie, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de... on a l'impression qu'on veut la tête des uns et des autres. Moi, je suis le premier à dire qu'on ne doit pas recommencer les erreurs du passé. Évidemment, un peuple qui recommence, qui ne tire pas les leçons de son passé est condamné à le revivre, comme le dirait l'autre. Je suis d'accord là-dessus. Mais en même temps, est-ce que raisonnablement la junte aujourd'hui a les instruments, à la fois dans le temps et dans la fois tout le dispositif pour enclencher des actions judiciaires, je parle sous le contrôle d'éminents juristes, pour aller chercher ces gens-là? Il faut des audits, il faut prouver la culpabilité des uns et des autres, et à quelle échelle,
Et où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on s'arrête à 11 ans de la gouvernance d'Alpha Condé? Ou est-ce qu'on va au-delà, etc. Et mais qu'on a quelle légitimité d'aller au-delà? Est-ce qu'on peut, etc. Donc il faut se poser ces questions-là avant de penser qu'il faut châtier à tout va. Bon, ça... Merci vraiment. Merci également à Amara Kamara, journaliste, enseignant-chercheur éditorialiste. Merci Fahimba Mara. L'émission a été conduite ici par Saloum Kamara et du côté de la télé, nous avions Lamine Sidibé. Nous allons nous retrouver vendredi prochain pour analyser toujours l'actualité. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Politiquement correct sur Espace. Des empoignades. Les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. Jacques Léwaleno.